Nous allons écouter maintenant Marie-Laure Seux, qui va nous introduire les nouvelles technologies. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Marie-Laure Seux, qui travaille à l'hôpital Brocard et qui va nous parler de son travail sur justement la mobilité, la mobilisation, et mis en place, qui s'appelle Mobilage. On fait OK là. OK. Alors en fait, mon objectif, c'est surtout de vous proposer de réfléchir de façon un peu différente quand on s'intéresse à la mobilité extérieure des personnes âgées. Parce que souvent, quand on aborde ce sujet-là, on a des clichés en tête, que ce soit la dangerosité des personnes âgées au volant, que ce soit leur vulnérabilité en tant que piétons, ou plus récemment, leur témérité, comme le montrait cette publicité pour le permis moto. Je cherche. Voilà. En fait, face à ces clichés, il y a surtout une réalité qui montre qu'à partir de 75 ans, ça c'est des enquêtes nationales qui ont été faites sur les transports en France, et on montre qu'en fait, à partir de 75 ans, il y a déjà 44% des personnes qui déclarent une limitation dans leur déplacement, et cette limitation, elle est en général liée à plusieurs motifs, en moyenne 2,7. Ça aboutit à une réduction des trajets extérieurs. Ça, c'est une enquête qui est européenne, où on voit en fait en haut le pourcentage de personnes mobiles qui diminue après 75 ans. On a aussi une réduction de la durée quotidienne des trajets qu'effectuent ces personnes, une réduction de la distance quotidienne des trajets, et par contre, les personnes continuent à sortir à peu près 2 fois par jour, parce que de toute façon, il faut bien aller faire les courses. Ces réductions de déplacement concernent les déplacements qui peuvent sembler plus accessoires, entre guillemets, mais qui en fait garantissent la qualité de vie, puisque les gens vont réduire les sorties pour bénévolat ou activités de loisirs, les visites aux proches, et surtout les personnes renoncent à s'occuper de personnes dépendantes quand elles ont des réductions de mobilité. Pour les réductions de courses, c'est aussi un problème, mais là, il y a des moyens de substitution qui peuvent permettre aux personnes de pallier à ça. Dans l'utilisation des modes de transport, ce que l'on voit après 75 ans, c'est une réduction de l'utilisation de la voiture, et cette réduction d'utilisation de la voiture ne se déporte pas tant vers les transports en commun que surtout vers la situation de piétons. Et il a été observé dans les pays où on a mis en place des révision du permis de conduire avec visite médicale obligatoire à 75 ans, dans des pays scandinaves en particulier où il y a des problèmes de luminosité pendant une grande partie de l'année, on a observé en fait une augmentation de l'accidentologie des piétons. Et il faut savoir déjà en France, ça c'est les fichiers de la BAC qui montrent que 37% des piétons tués ont plus de 75 ans et que la moitié des piétons tués ont plus de 65 ans. Donc c'est bien de mettre les gens à pied, mais il faut aussi repenser un petit peu leurs moyens de mobilité. Alors quand on parle de mobilité, la plupart d'entre nous ont en tête l'aptitude des patients à la conduite automobile. Et là, ces discussions se portent surtout chez les patients qui ont des troubles cognitifs. Mais il y a d'autres patients qui peuvent avoir des difficultés à sortir en raison de problèmes plus locomoteurs. Et à Broca, comme on a ouvert il y a plus de 2 ans maintenant, une plateforme d'évaluation des fragilités, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de voir un peu comment se passait la mobilité extérieure des personnes fragiles, puisque selon les critères de Fried, la fragilité, ça concerne des personnes qui sont fatiguées, qui marchent moins bien, qui ont une faiblesse musculaire et donc qui, par conséquent, vont peut-être avoir du mal à se déplacer, et c'est ce que nous avons voulu vérifier. Donc, nous proposons aux patients qui viennent sur la plateforme fragilité d'avoir, outre l'examen médical, une évaluation de la marche et de l'équilibre qui est faite par le professeur Dapa, qui va évaluer ces capacités-là sur un tapis de marche Get-Right, plus une évaluation de l'équilibre sur plateforme d'équilibre. Et ensuite, on leur proposera de participer éventuellement à un atelier mobilage, s'ils le souhaitent. Cet atelier mobilage, je vais vous le représenter un peu plus en détail, mais il y a d'abord une présentation en groupe où les gens vont être sensibilisés par le prof d'APA sur le bienfait de l'activité physique. Ils vont être sensibilisés à la conduite automobile par le moniteur d'auto-école. Ils vont être sensibilisés à la bonne utilisation des transports en commun, à
avec un projet qui a été fait avec la RATP. Ils vont pouvoir voir comment on utilise les outils, les GPS, les sites de la SNCF, RATP, etc. pour préparer les trajets. Ils vont pouvoir tester des moyens de mobilité alternatifs et éventuellement le CRM avec qui on travaille, qui est donc le centre d'expertise de mobilité pour les personnes en situation de handicap, peut leur proposer des formations complémentaires. Donc ils testent les outils de mobilité, ils testent les outils numériques et puis voilà, il y a une petite conclusion. Tout ça se passe en groupe. La première partie, ça a donc été d'évaluer, de faire des bilans mobilité au moyen d'auto-questionnaires chez les patients venant sur la plateforme Fragilité. Donc là, j'avais analysé les résultats des 92 premiers patients, âgés en moyenne de 81 ans, 2 tiers de femmes. J'avais le statut fragilité pour 80 d'entre eux, en sachant qu'il y en avait quand même, ça c'est le problème du ciblage, il y en avait quand même 7 qui étaient déjà dépendants. Et ces patients-là, la plupart d'entre eux sortaient tous les jours. Un tiers d'entre eux sortaient plusieurs fois par semaine et seulement 2% sortaient moins d'une fois par semaine. On leur demandait comment est-ce qu'ils se déplaçaient et au cours du mois précédent, quels étaient les moyens de transport utilisés. Évidemment, tous utilisaient leurs pieds. 3% utilisaient un vélo. On est quand même sur une population parisienne. 43% avaient utilisé leur voiture en tant que conducteur. Population parisienne plutôt aisée, qui utilise pas mal les taxis. À ma grande surprise, ils utilisent pas mal le métro. Je pensais que les personnes âgées utilisaient surtout les bus parce que les métros, les escaliers sont quand même très difficiles pour les personnes âgées. Non, ils continuent à prendre les bus. Et puis, il y avait quelques patients en situation de dépendance qui, eux, avaient utilisé fauteuil roulant, transport adapté et autres. 40% d'entre eux déclaraient avoir des difficultés à utiliser ces moyens de transport. Et en fait, 46% avaient renoncé à utiliser certains modes de transport ou les avaient grandement limités. Ça aboutissait à une réduction des fréquences de sortie, une réduction des distances de sortie, comme on a vu dans l'enquête européenne. Après, je souhaite attirer votre attention sur quelques petits points. 48% déclaraient avoir des difficultés pour marcher, qu'il s'agisse de limitations en raison de douleur ou en raison de fatigue lors des déplacements. Et pourtant, seulement 27% utilisaient une canne. Donc ça fait déjà réfléchir en disant que quand on veut faire des interventions, il va falloir déjà lutter contre certains stéréotypes. Une canne, c'est un truc de vieux, donc il vaut mieux aller acheter un bâton de marche chez Decathlon qu'une canne à la pharmacie. Deuxième point, ils décrivent quand même des difficultés d'orientation spatiale et des difficultés de planification de trajet. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, on va pouvoir être amené éventuellement à leur proposer et à les entraîner à utiliser des moyens de nouvelles technologies, GPS, etc., que vous savez tous utiliser sur vos smartphones, mais que les personnes âgées peuvent aussi utiliser pourvu qu'on leur propose des outils adaptés et qu'on leur propose une formation. Il est à noter quand même que l'élément phobique, peur de la foule, peur de la chute, est important. Et puis, le dernier élément essentiel, c'est que quand même, ils restent motivés pour sortir. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment les accompagner et leur permettre de conserver cette mobilité extérieure le plus longtemps possible. Alors, on a voulu vérifier quand même notre idée de départ en disant les gens fragiles, ils ont une réduction de la vitesse de marche, ils ont des difficultés, donc ils vont avoir des problèmes pour sortir. On a voulu voir si effectivement il y avait une corrélation. Donc, vous avez là les vitesses de marche sur le tapis Getride pour toute la population. Donc, ils ont des vitesses de marche à vitesse normale qui sont relativement correctes, puisqu'ils sont au-dessus, certes, ils sont en dessous d'1 mètre par seconde, mais ils sont au-dessus du seuil de 0,8 qui est souvent retenu pour la fragilité, avec quand même un écart type important. Ils sont capables d'accélérer leur marche. Ils ont ils ont peu de réduction de marche lors des doubles tâches, qu'il s'agisse du compte à rebours ou de l'affluence verbale. En général, ça, c'est un bon moyen de mettre en évidence les troubles exécutifs. Donc ça, c'est la population globale. Maintenant, si on regarde les corrélations avec les difficultés de déplacement, effectivement, on montre bien que les difficultés pour marcher ressenties par les patients sont directement corrélées à leur vitesse de marche. Un autre élément que je souhaite souligner, c'est qu'en fait, les difficultés d'utilisation des transports sont corrélées avec la vitesse de marche, mais surtout avec la vitesse de marche rapide. Et c'est tout le problème des personnes âgées qui essayent de courir pour attraper le bus et qui, effectivement, ne vont pas y arriver. Donc après, évidemment, tout ça est corrélé avec la réduction des fréquences de sortie, des distances de sortie, etc. Donc
finalement, on a vérifié notre hypothèse initiale en disant que c'est une population qui a des difficultés et donc à qui il faut proposer des choses. Et proposer des choses, c'est les ateliers mobilage. Donc ça, c'est la petite plaquette d'informations qu'on leur remet en leur disant un petit peu dans quel cas ils peuvent être concernés, s'ils sont gênés pour certains mouvements, s'ils sortent moins, s'ils sont fatigués, s'ils n'ont plus confiance en eux au volant, s'ils ne se sentent pas sûrs d'eux, s'ils se posent des questions ou s'ils ont envie de tester des nouveaux appareils. Donc, je n'ai pas mis la diapositive du professeur Dapa, mais ça, c'est toutes les activités de marche. Là, il y a un gros volet quand même sur la conduite automobile, où on discute un petit peu des problèmes de santé qui peuvent impacter la conduite automobile, et notamment toutes les difficultés visuelles. Il y a un petit quiz pour tester les connaissances. On attire leur attention sur les manœuvres complexes qui sont celles qui entraînent le plus d'accidents, notamment le tourner à gauche et puis l'insertion dans les ronds-points. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent bénéficier d'une leçon d'auto-école avec le moniteur du CEREM. Mais autour de chez vous, il y a beaucoup de moniteurs d'auto-école qui sont tout prêts à proposer 1 heure de conduite à des seniors pour pouvoir évaluer avec eux et remettre un petit peu à jour leurs connaissances. Ça coûtera finalement le coût d'une leçon d'auto-école qui est entre 45 et 50 euros. Pour les transports en commun, on leur projette le film fait par la RATP qui s'appelle Albertine prend le bus. Vous pouvez le trouver sur YouTube si vous voulez. C'est un petit film qui montre un petit peu dans quelles conditions il faut prendre le bus, qui essaye de lutter contre certains clichés. Et parallèlement, la RATP fait un gros travail aussi de formation de ses chauffeurs. Bien entendu, il faut sensibiliser l'ensemble du grand public parce qu'effectivement, quand une voiture ou n'importe quel engin est garé à proximité de l'arrêt de bus, effectivement, le bus ne va pas pouvoir se mettre à proximité du trottoir. Donc, enfin, il y a toutes ces difficultés-là. Les mobilités alternatives, c'est des 2 roues. Donc, il y a le vélo classique, mais il y a aussi les vélos électriques. Et le CEREM a fait un modèle de vélo électrique où le pédalier n'est pas déporté vers l'avant comme sur tous les vélos, mais sous la selle, ce qui est plus facile d'utilisation. Il y a des tricycles qui peuvent être utilisés aussi, je dirais avec plus de difficultés parce qu'il y a quand même un empattement important. Donc ça c'est pas utilisable à Paris. Il y a le système des draisiennes où en fait vous pouvez marcher assis debout. Alors il y a un modèle extérieur à 3 roues, il y a un modèle intérieur à 4 roues. En fait, ça permet de soulager, c'est une patinette où vous êtes assis, ça permet de soulager beaucoup l'appui, notamment quand les patients ont des problèmes locomoteurs ou de surpoids. Voilà. Et puis après, il y a les scooters pour personnes à mobilité réduite, dont il existe beaucoup de modèles différents. Alors, Claude Dumas, qui est responsable du CEREM, a l'habitude de dire qu'en France, il y a 3000 scooters PMR qui circulent. En Angleterre, il y en a 300 000. Donc, ça n'est pas réservé aux personnes en situation de handicap. N'importe qui peut en acheter un. Ça coûte le prix d'un vélo électrique. Il y a des modèles qui sont démontables. Après, ça n'est pas considéré comme un fauteuil roulant. Ça veut dire que, par exemple, autant il y a des accords et des tolérances de la RATP pour pouvoir monter dans les bus et tramways en utilisant les plateformes destinées aux fauteuils roulants, autant, par exemple, la SNCF refuse pour le moment d'accueillir les personnes qui ont des scooters pour personnes à mobilité réduite. Et puis, il faut savoir aussi qu'en Angleterre, par exemple, ils commencent à réfléchir sur le partage de la route, parce qu'effectivement, la devise en matière de sécurité routière, c'est toujours de privilégier le plus vulnérable. Le plus vulnérable, c'est le piéton. Donc, il faut que tous les engins qui vont sur les trottoirs ne dépassent pas la vitesse d'un piéton. Donc, en gros, c'est limité à 5-6 km/h. Après, il y a tous les logiciels qui peuvent être utilisés, notamment les GPS, les systèmes de calcul d'itinéraire. Un petit coup de pub pour GeoVélo qui permet aussi de calculer les itinéraires en vélo et notamment de voir les dénivelés. Et puis, voilà ce que les personnes ont découvert au cours des ateliers. Donc là, c'est pareil, j'avais regardé les 45 premiers... dans les 92 questionnaires que je vous ai montrés tout à l'heure, 45 personnes avaient exprimé leur intérêt pour participer à l'atelier mobilage. Pour des raisons de date, il y en a 35 qui se sont inscrits, 21 qui y avaient participé, plus 15 patients qui venaient en fait des ateliers multimédia qu'on propose. Et quand on leur a demandé, on leur a fait passer un petit questionnaire d'évaluation à la fin, et finalement, ils étaient tous très, très intéressés par la découverte des moyens individuels de mobilité. C'était très amusant, par exemple, les petits scooters. Au début, les personnes regardaient ça avec beaucoup
de dédain. Non, c'est pas pour moi, c'est réservé aux handicapés. Et puis après, il disait, ah, mais si, finalement, dans le supermarché, j'en vois, etc. Et une fois que les personnes avaient assis leurs fesses dessus, elles étaient absolument ravies et elles circulaient dans les jardins de l'hôpital en klaxonnant, enfin voilà. Le film de la RATP leur a beaucoup plu. L'évaluation individuelle de la conduite automobile, ils sont aussi très partants pour ça. Mais après, donc, il faudra réfléchir tous ensemble sur l'utilisation future des moyens individuels, la stigmatisation, les scooters, c'est réservé aux handicapés, le partage de la route, je l'ai évoqué, et puis la transposition à des territoires urbains ou non urbains, évidemment. Donc finalement, là, c'est un peu le résumé de ma philosophie. Donc j'ai mis une image de belle infirmière parce que je sais qu'Olivier aime bien mettre des belles infirmières dans ses topos. Mais finalement, on passe d'une logique de dépendance à une logique d'autonomie, puis d'assistance en vieillissant et éventuellement de dépendance. Et on peut évoluer dans nos transports en cycle, on peut aussi évoluer dans nos transports automobiles, mais finalement, il faut essayer que vous réfléchissiez à savoir comment on peut au maximum limiter ces étapes-là et pouvoir donner aux gens les moyens de se déplacer par eux-mêmes. Et en plus, quand vous leur faites par exemple du vélo, vous faites de l'entraînement physique. Il y a aussi des programmes qu'il faut connaître, qui ne sont pas très connus, qui est le programme, par exemple, Sortir Plus, qui est offert à tous les gens bénéficiaires des caisses de retraite de l'AGIR, où ils ont des chèques pour déplacement qui leur permet d'avoir un transport accompagné, très sponsorisé. Le premier carnet de chèques, il paye 15 € pour une valeur de bon de taxi en fait, de 150 €, etc. Donc la conclusion, c'est ça. Il faut accompagner la mobilité et partager la route pour pouvoir préserver l'autonomie des personnes. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'informer les personnes âgées sur tous les moyens possibles de mobilité autonome, en passant de la logique suppléance-dépendance à l'assistance autonomie, qu'il faut former les personnes âgées préfragiles ou fragiles aux solutions de mobilité autres que la voiture individuelle, parce que de toute façon, il y a des conditions dans lesquelles on ne pourra plus rouler, que ce soit parce que la maire a décidé que les voitures âgées, des personnes âgées ne pouvaient plus rouler, ou parce qu'il y a des réductions dans certaines villes, ou parce qu'on ne peut plus conduire. Et donc, il faut s'orienter vers d'autres moyens de mobilité. Donc, je vous propose d'intégrer cette problématique-là dans tous les ateliers de prévention que vous proposez aux personnes fragiles. Et puis, je pense qu'on a tout intérêt à sensibiliser l'ensemble des acteurs publics à l'intérêt de la mobilité extérieure, parce que ça implique d'aménager le territoire, d'aménager les solutions de transport et aussi d'aménager les choix de lieu de vie. Quand on prend sa retraite et qu'on va habiter loin de tout, effectivement, on risque de s'exposer à des réductions de mobilité extérieure. Donc ces projets-là ont eu une résonance internationale, puisque là, vous avez Didier Halimi, qui est médecin à l'International Longevity Center, qui a présenté ce projet dans une réunion d'ILC mondiale, et d'autres pays, en particulier en Angleterre, font la même chose. Là, vous avez les personnes qui sont penchées sur les tablettes pour tester les outils. Là, vous avez la même personne là, de l'atelier mobilage qui teste un cycle, et puis tout ça, c'est dans le jardin de Broca, et puis une autre qui teste le petit scooter. Et je voudrais donc remercier les personnes qui ont participé à ce projet, l'équipe de Broca, l'équipe du CRM et la RATP. Merci.